Pardon Michel, on vous a un petit peu, on vous a un petit peu retardé, mais voilà, le débat était riche et intéressant. Allez-y. C'est pas grave, en tout cas, merci de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. J'espère que je vais répondre à certaines des questions qui ont été posées par l'audience ou par les présentateurs qui ont parlé avant moi. Donc, je suis démographe et j'ai travaillé l'essentiel de ma carrière en Afrique. Vous pouvez passer les diapos. Alors, je vais adresser évidemment le problème qui nous intéresse tous, celui d'équilibre population-environnement. Ce n'est pas un problème nouveau, hein, on en parlait déjà il y a 2 siècles et demi, Malthus en a abondamment parlé. Il y a eu des débats à l'infini depuis cette époque. Et donc, ce qui suscite énormément de débats actuellement, c'est ces projections alarmantes dont tout le monde a parlé juste avant moi. Diapositive suivante. Alors, je vais adresser un certain nombre de points parce que vous avez vu, c'est un sujet extrêmement complexe et en particulier pour ce qui concerne l'Afrique. Donc, je vais parler un petit peu d'optimum de population. C'est un sujet un petit peu tabou, mais je vais vous dire quelques mots là-dessus. Je vais parler surtout des projections africaines et je vais essayer de vous montrer des exemples de programmes de planification des naissances qui ont bien marché et j'essaierai d'expliquer pourquoi ils ont bien marché en Afrique. Alors ça, vous l'avez tous vu, ce graphique. Donc, en 1950, on était 2,5 milliards. On va voir tout à l'heure que c'est proche de ce qu'on peut considérer comme un optimum de population. Et puis depuis, vous avez cette croissance extrêmement rapide avec cette projection Nations Unies de 10 milliards. Les chiffres varient d'une année à l'autre selon les projections, selon les hypothèses que l'on fait. Mais enfin, grosso modo, c'est le schéma sur lequel tout le monde s'accorde actuellement. Next, voilà. Alors, je rappelle, c'est comme pour les populations animales. Quand il y a une explosion de population, c'est qu'il y a des nouvelles opportunités qui se présentent, hein, soit plus de ressources alimentaires, soit plus de nouvel environnement. Donc, vous avez une période qui est faste. Et puis, alors, dès qu'on dépasse un peu la moitié de la courbe logistique, vous avez une période qui est beaucoup plus difficile, hein. Donc, c'est pareil pour les populations humaines et pour les populations animales. Donc, on aborde depuis quelques années la période difficile pour ce qui concerne la population mondiale donc humaine. Oui. Alors, je voudrais me référer à un article récent de mes collègues Stan Becker et Jessica Fonzo, qui vient d'être publié dans Population and Environment et qui parle de l'optimum de population. Donc, ils ont fait une analyse des publications récentes sur le sujet et que l'on prenne l'énergie comme facteur limitant, les émissions de gaz, enfin de CO2, de dioxyde de carbone, les terres arables, l'empreinte écologique, le capital naturel. Vous voyez, ils ont revu 5 études différentes. On tombe toujours dans cette même ordre de grandeur. Donc 2 milliards, 2 milliards,1, 3 milliards, 3 milliards,3. Donc on est à peu près à la population que l'on avait en 1950 dans le monde. Et avec 2,5 milliards, les choses sont relativement simples. Au-delà, les choses deviennent compliquées. Et ils avaient organisé il y a quelques semaines un débat sur justement savoir si 4 milliards ne serait pas vraiment le maximum que l'on doit ne pas dépasser. Alors je rappelle aussi qu'on est à 8 milliards, redescendre en dessous de 4 milliards, ça paraît actuellement complètement impossible, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que ce n'est pas irréaliste, hein. Il suffirait d'un taux négatif de moins 0,87%, donc c'est pas très fort en négatif, pour réduire la population de 50% entre 2020 et 2100. Et ça, il y a déjà des pays qui ont des taux très négatifs. Voilà, d'après les dernières estimations des Nations Unies, vous avez en Extrême-Orient, Chine, Corée, Japon, Thaïlande, Sri Lanka qui ont des taux vraiment négatifs de croissance de population. En Europe de l'Est, vous avez Bulgarie, Ukraine, Pologne, Lituanie, Lettonie. En Europe du Sud, Italie, Espagne, Grèce, Portugal. Dans les Balkans, la plupart des pays des Balkans. Dans le Caucase, Arménie et Géorgie. Dans les Caraïbes, alors ça, évidemment, ça n'a pas gros impact sur la population mondiale, mais les petites îles, y compris les îles du Pacifique, voient déjà leur population diminuer et vont voir leur population diminuer. Diapositive suivante. Voilà quelques exemples des croissances donc, qui est prévue. Et si le scénario est juste, le Japon devrait passer de 128 à 174 millions d'habitants. La Chine de 1,4 milliard à 771, donc à peu près 50% de moins.
la Corée de 52 à 24, la Russie de 149 à 112, alors ça c'est discutable, mais c'est un autre problème. L'Allemagne est prévue de 83 à 41, donc aussi 50% de réduction. L'Europe de l'Est de 311 à 203, l'Europe du Sud de 154 à 94. Ce sont des scénarios qui sont réalistes. On croyait il y a 30 ans ou 40 ans, si vous aviez présenté des chiffres comme ça, personne ne vous aurait cru. Et maintenant, c'est venu des hypothèses réalistes. Alors ça, c'est pour les pays essentiellement développés, européens ou d'Extrême-Orient, ou les îles. Et il y a la question de la population africaine. Alors ça, vous savez tous qu'elle croît à un rythme très élevé, puisqu'on est encore dans les presque 3% par an, donc c'est des croissances incroyablement rapides. Je viens de voir récemment le dernier recensement du Sénégal, 3% aussi, depuis le dernier recensement, qui date d'il y a 12 ans. Et donc, ce rythme a baissé un petit peu, mais assez lentement. Hein. Tout simplement parce qu'on a réduit la mortalité, même si la fécondité a diminué, l'écart entre les deux n'a pas énormément bougé. Hein. Et donc, je vais vous montrer maintenant quelques exemples d'évolution inquiétante, et puis je vais vous montrer des exemples qui ont marché. Alors, ça, c'est une diapositive que j'utilisais quand je faisais cours à l'époque. C'est les projections entre la France et le Nigeria. Et vous voyez, l'impact de la croissance démographique est gigantesque. La population en 1950 était à peu près la même entre France et Nigeria. Actuellement, on a 3 fois plus de population en Nigeria qu'en France, 210 millions contre à peu près 70 millions. Et puis on tend vers presque 1 milliard, hein, 914 millions d'habitants projetés à l'horizon 2100, si les projections sont justes, hein, et elles incluent en partie une baisse de la fécondité au Nigeria, mais évidemment très faible. Alors, j'ai montré des exemples de populations qui diminuaient. En Afrique, évidemment, le problème reste évident. Mais ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que des solutions existent. Alors d'abord, il y en a beaucoup qui ont marché jusqu'à maintenant, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, je rappelle une chose, c'est que dans les pays en développement, donc Europe, population européenne, c'est toujours les politiques de population, donc les politiques de planning familial qui ont permis de faire baisser la fécondité. Il n'y a pas d'autre raison. C'est favorisé par l'éducation des femmes, c'est favorisé par l'urbanisation, c'est favorisé par l'autonomie des femmes, etc. Mais il n'y a pas d'exemple de pays où la fécondité a baissé sans qu'il y ait eu un programme de planning familial. Et tout ce qu'on a vu ces 70 dernières années, qui a été une évolution favorable dans les pays du tiers-monde, c'est le résultat des programmes de planning familial. Bon, allons-y pour la prochaine. Voilà. Alors, le planning familial en Afrique, contrairement à ce qu'on dit souvent, il a commencé dès le début des années 60. 61 au Kenya, par exemple, ou au Ghana, et plus tard dans les pays du Sahel ou dans les pays francophones. Et surtout après 1984, il y a une grande réunion, donc sous l'égide des Nations Unies, du FNUAP, et qui a abouti à la déclaration du Kilimandjaro, où tous les États se sont engagés à faire diminuer leur fécondité. Et ils ont eu énormément de succès, ces programmes en milieu urbain, je vais le montrer tout de suite après, et en milieu rural, évidemment, ça a beaucoup dépendu des pays. Alors, pour que les programmes de planning familial fonctionnent bien, eh bien, il faut qu'il y ait une volonté politique. Hein. S'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de programme qui va fonctionner. Il faut qu'il y ait une collaboration des principaux acteurs sociaux, donc les religieux, les groupes de pression, les leaders locaux. Il faut qu'il y ait une organisation appropriée, sensible à la culture locale. J'étais personnellement, il y a plus de 40 ans maintenant, au Bangladesh, pour visiter un programme de planning familial en milieu rural, dans des endroits extrêmement pauvres, où les femmes n'étaient pas du tout éduquées, pas du tout autonomes, et ce programme était très bien fait. Très bien fait à tel point qu'il a extrêmement bien marché, puisque les femmes qui faisaient 7 enfants à l'époque, donc à la fin des années 70, en font maintenant 2. Donc ça a été incroyablement réussi. Et il faut évidemment qu'il soit financé correctement. Alors quelques chiffres pour fixer les idées. Vous avez la courbe en bas, c'est ce qui se passe hors Afrique, donc on est presque au niveau de remplacement des générations dans le monde entier, en moyenne. En Afrique, évidemment, les choses ont évolué en milieu urbain assez favorablement. On est passé de 5,9 à 4,0. Et en milieu rural, vous voyez, le milieu rural reste le problème numéro 1, de 7,1 à 7,1 seulement. Donc c'est une petite baisse, mais elle est vraiment modeste. Et alors que la mortalité a beaucoup chuté, y compris en milieu rural. Donc l'accroissement démographique en milieu rural est resté extrêmement fort. Suivante.
Et la contraception a beaucoup évolué aussi. Là, ces chiffres-là datent un petit peu, il aurait fallu que je les mette à jour. Mais on est déjà presque 50% en milieu urbain de contraception. Et vous voyez, ça a beaucoup augmenté en milieu rural, surtout après ces gros efforts, après les années 2000, d'implanter des cliniques de planning familial en milieu rural. Et il faudrait évidemment attendre 80% de contraception pour qu'on ait un contrôle complet de la fécondité. Suivante. Alors, voilà quelques exemples au niveau national de pays qui ont pratiquement terminé leur transition démographique. Alors, il y a un gros pays, c'est l'Afrique du Sud, qui a eu un excellent programme de planning familial urbain-rural à partir des années 75. Et vous voyez aussi dans les îles, ça a très bien marché, au Cap-Vert, aux Seychelles, Réunion et l'île Maurice. Et ce sont évidemment des cas tout à fait spéciaux, mais ces populations qui sont donc africaines ont maintenant un taux de fécondité de 2 enfants par femme. Suivante. Ici, vous avez des exemples en milieu urbain, donc surtout en Afrique australe et en Afrique orientale, Botswana, Lesotho, Swaziland, Kenya, Éthiopie. Éthiopie, je rappelle, c'est un pays extrêmement pauvre. C'était même un des plus pauvres à l'époque, et ils ont eu un succès extraordinaire du programme de planning familial. Alors, je vais vous montrer aussi en milieu rural ce qui s'est passé. Et là, j'essaye de faire un contraste entre les programmes qui ont bien marché et les programmes qui n'ont pas bien marché, en comparant des pays qui sont à caractéristiques voisines. Alors, vous avez Rwanda, Burundi, vous savez où c'est en Afrique centrale, c'est la même ethnie des deux côtés de la frontière, c'était même la même colonie belge du temps de la colonisation. Vous voyez, au Rwanda, le programme a très bien marché. Il date même des années 80. Au Burundi, c'est pas passé grand-chose, sauf ces 10 dernières années où la fécondité a commencé à baisser. Mais là, on voit bien l'impact. On a travaillé comme il faut au Rwanda. On a eu un impact assez important, puisqu'on est passé de 8 enfants par femme à 4 enfants par femme, 2 tiers de la transition qui est réalisée, alors qu'au Burundi, on a traîné un peu plus. Suivant. Par exemple, pareil en Ouganda et au Kenya. Kenya était un des pionniers du planning familial en Afrique. Et l'Ouganda, bon, deux colonies anglaises voisines l'une de l'autre, avec des niveaux de revenus à peu près identiques dans les années 70. Et vous avez un pays qui a bien travaillé, le Kenya, et l'autre pays qui a beaucoup traîné. Vous voyez, c'est vraiment après les années 2000 que ça commence à baisser. Mais ils ont pris beaucoup de retard. Et je rappelle qu'un retard comme ça a un impact de plusieurs millions de personnes par la suite. Zambie et Zimbabwe, donc là aussi c'était le même pays, la Rhodésie du temps de la colonisation, Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud, qui sont devenus indépendants dans les années 60 ou 80 selon le cas. En Zimbabwe, on a bien travaillé, vous voyez que la fécondité a beaucoup baissé. Et en Zambie, on a beaucoup traîné. Enfin, la Zambie a eu une histoire économique un peu compliquée. Et je voudrais juste vous montrer quelque chose de très particulier. C'est ce pic de fécondité au Zimbabwe qui est due à une crise économique, une crise politique, excusez-moi, une crise politique dans laquelle l'aide internationale s'est arrêtée et donc les contraceptifs ne sont plus arrivés en Zimbabwe et vous avez une remontée des naissances très, très rapide en l'espace de 2 ans au moment de la fin des années Mugabe, donc qui était une crise politique majeure. Et ça, c'est juste pour vous montrer l'incroyable sensibilité de ces pays à l'aide internationale. Sans aide internationale, la fécondité remonte. Dès que l'aide revient, eh bien, les choses repartent. Ensuite, Mozambique, Madagascar. Madagascar, c'est comme l'Éthiopie, c'est vraiment le dernier pays où j'aurais pensé qu'un planning familial fonctionnerait. Et là, on est en milieu rural. Je ne parle même pas du milieu urbain où ça fonctionne encore mieux. Même à Madagascar, donc pays extrêmement pauvre, très isolé, extrêmement mal géré, crise politique et économique récurrente, eh bien, le programme qui a été très bien fait a fonctionné. Alors qu'au Mozambique, il y a beaucoup plus de possibilités, eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose, en tout cas jusqu'à la dernière enquête disponible. Et Nigeria, Ghana. Au Nigeria, qui est un pays où le niveau d'éducation est extrêmement élevé, encore plus qu'au Ghana. Au Ghana, on a bien travaillé, la fécondité a baissé. Et au Nigeria, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à une époque même très récente. La dernière enquête date de 2021 et on voit toujours à peine une toute petite diminution de la fécondité. On est encore à 7 enfants par femme. C'est un pays dont je vous ai mentionné la très grosse population et c'est probablement le pays avec le Niger qui va poser le plus de problèmes dans les années qui viennent. Une comparaison classique en démographie, c'est la comparaison Indonésie-Nigeria, 2 pays qui sont partis en 1950 à peu près
des mêmes niveaux de revenus, même le Nigeria était un peu plus riche. Et au niveau population, l'Indonésie va contrôler sa population, elle va se stabiliser autour de 300 millions, alors qu'au Nigeria, on prévoyait à l'horizon 2100, enfin il faudrait même ajuster les chiffres maintenant, plus de 800 millions, voire 900 millions. Et vous voyez, c'est dû essentiellement à la fécondité, puisque la mortalité, elle a beaucoup baissé dans les deux cas. Les niveaux d'urbanisation sont à peu près pareils. Et l'Indonésie s'est aussi mieux tirée au point de vue économique. Alors, je crois que les problèmes sont vraiment bien identifiés depuis longtemps. Je rappelle que les premiers programmes de planning familial datent des années 50. Et ils ont été mis en place dans les années 60 en Afrique, puis surtout après les années 80. Donc, ils sont bien identifiés. Les solutions existent. On sait faire. Il faut le faire comme il faut, mais on sait faire. Et évidemment, il y a des coûts importants à avoir trop tardé. Ce qu'on a fait, on a beaucoup travaillé sur la santé de l'enfant. Donc, on a beaucoup réduit la mortalité infanto-juvénile, qui est la clé pour la mortalité. Et on a tardé à faire la même chose pour le planning familial. Si on avait fait les deux en même temps, comme on a fait en France au XVIIIe siècle, eh bien, on n'aurait pas eu cette explosion de population. C'est parce que c'était centré sur les programmes de santé étaient centrés sur la santé de l'enfant, sur la mortalité et en négligeant la fécondité. Alors évidemment, ça a de très nombreuses conséquences pour l'écologie, pour l'environnement, mais aussi pour la stabilité des États, pour les migrations internationales. Enfin, les conséquences de cette explosion de la population, vous le savez aussi bien que moi, sont extrêmement nombreuses. Voilà, je vais arrêter là. Et je voudrais vous rappeler qu'un des gros problèmes qui va se poser à l'avenir, c'est les migrations, pour des raisons d'explosion de population, donc en Afrique, et pour des raisons évidemment climatiques, puisqu'il y aura un impact climatique important à l'explosion de population, au réchauffement climatique et aux destructions de l'environnement qui sont conséquences. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir rappelé ces données. On ne fait pas de démographie sans avoir les chiffres en tête, donc c'était vraiment nécessaire. Et merci aussi d'avoir montré une chose dont on n'est pas toujours conscient, c'est qu'on peut faire quelque chose quand même. Il y a eu quelques pays où on a montré qu'on avait vraiment réussi par des politiques de planning, favorisant le planning familial à faire quelque chose. C'est important parce qu'un certain nombre de gens pensent qu'il y a uniquement le développement économique qui va mécaniquement faire baisser les choses. On a vu que c'était pas si simple. On peut faire quelque chose. Ça, c'est quand même un petit motif d'espoir avec celui de la conscience qu'ont la population. Voilà, c'est le tour des questions. Voilà. Oui, je voudrais dire quelque chose sur le rôle des ONG et de la plus grande ONG qui est le Fonds de la population des États-Unis, des Nations Unies, qui est une organisation immense, qui a un budget de 700 millions de dollars. Et quand il y a eu le passage à 8 milliards, ils ont fait un statement où ils ont dit c'est une très bonne chose pour la planète qu'on passe à 8 milliards. J'ai l'impression toutes les campagnes de ce fonds, mais d'autres ONG, ils sont basés uniquement sur les droits des femmes. C'est-à-dire, pour une femme, c'est une très bonne chose, au lieu d'avoir 7 enfants, avoir 2 enfants, qu'on lui impose pas une grossesse. L'aspect écologique, que c'est une bonne chose pour la planète, est jamais évoqué. Jamais évoqué. Et je crois que ça, c'est quand même une très grave erreur. Et je vais vous donner un exemple. Ils vont dans un village. Ils vont dans un village où il y a des femmes qui ont 7 enfants. Ils vont leur proposer de leur mettre, mettons, un stérilet. Si la femme dit bah écoutez, non, ça me va très bien avoir 6 enfants, en plus ça plaît à mon mari, ils laissent tomber, ils ne vont jamais évoquer le problème démographique et écologique. C'est pour ça, pour moi, c'est la limite de l'action des ONG. Je voudrais aussi dire, vous avez montré les chiffres où ça baisse, mais globalement, vous constatez aussi que la population globale en Afrique, c'est une bombe. Oui, alors c'est une bombe. Bien d'accord avec vous. Les projections, c'est 4 milliards à l'horizon 2100, voilà. Donc on est loin d'avoir résolu le problème. C'est très bien que ça baisse aux Seychelles ou je ne sais pas dans quelle île. Voilà. Donc le problème est quand même global. Et ensuite, il est exacerbé par l'islamisme. Je veux dire, j'ai l'impression, dans le Sahel, tous les programmes
de planning familial, ils sont suspendus aux bonnes volontés des États et des juntes qui sont absolument natalistes. Alors, sur la question des ONG qui s'occupent de planning familial, enfin d'abord du FNUAP, du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, je suis d'accord avec vous qu'ils n'insistent pas assez ni sur l'intérêt des familles à avoir moins d'enfants, ni sur l'impact écologique. Ils ont toujours argumenté sur l'impact économique qui est complètement ridicule, et je me suis bagarré avec eux un certain nombre de fois. Et donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut insister sur les bénéfices qui sont énormes, les bénéfices pour les familles, pour les États, pour l'environnement. C'est vraiment facile de trouver des arguments pour justifier le planning familial. Alors, il n'y a pas que le FNUAP, il y a surtout toutes les associations de planning familial qui sont indépendantes, donc la International Family Planning Association. Et donc, il y a énormément d'entreprises privées donc qui sont financées par le gouvernement américain, ou par le gouvernement suédois, ou par le gouvernement anglais ou suisse, etc., qui sont extrêmement actifs, et eux sont un petit peu plus ouverts quand même sur ces questions-là. Mais je suis d'accord avec vous qu'on pourrait faire beaucoup de plus, améliorer considérablement les argumentations en faveur du planning, en jouant sur, d'une part, les revenus des ménages, qui sont vraiment, à mon avis, un point important, donc la richesse du ménage, et deuxièmement, sur les questions d'environnement. Ce sont deux messages à faire passer, oui. Oui, en lien un peu avec la question de monsieur. Donc, j'ai pas vu passer de résultats concernant le Burkina, le Mali, le Tchad. Vous avez parlé du Nigeria, mais justement en contre-exemple. Donc, je voulais savoir si le fait que toute une série de pays ait basculé pour le moment du côté plutôt de l'islam politique, pour vous, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et la question corollaire, parce qu'il ne faut pas faire de procès d'intention, est-ce qu'il y a des pays à dominante islamique politique, disons, sur lesquels on a des bons résultats ? Alors, sur des pays musulmans qui ont très bien marché, le meilleur exemple, évidemment, c'est le Bangladesh, donc pays complètement musulman qui a adopté une planning familial en 1975 et qui a vraiment résolu son problème. Et l'autre exemple que tout le monde cite, c'est l'Iran. L'Iran, du temps du Shah, les femmes avaient 7 enfants en moyenne, et quand les islamistes sont arrivés, ils ont monté un programme de planning extrêmement puissant, si bien que 15 ans après, on était à 2 enfants par femme. Donc voilà, l'islamisme n'est pas du tout synonyme ni de sous-développement, ni de anti-planning familial. Alors, pour la question du Sahel, c'est compliqué, parce que vous avez d'un côté les islamistes, de l'autre côté, vous avez les armées, puisque l'armée a pris le pouvoir pratiquement dans tous les pays que vous avez mentionnés, Burkina, Niger, Guinée, Mali, etc. Et donc, dans ces pays-là, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer. Ce qu'on craint, c'est que les ONG ne puissent plus travailler, et c'est le cas déjà au Burkina, où il y a beaucoup de gens qui étaient en brousse, qui sont obligés de revenir sur Ouagadougou, parce que la vie en brousse est devenue difficile, on peut se faire enlever, et donc ça peut avoir des impacts très négatifs. Maintenant, est-ce que les gouvernements vont compenser ça d'une manière ou d'une autre? Ça, c'est vraiment difficile à savoir. Personnellement, je suis plutôt pessimiste pour tous les pays du Sahel. Et sur l'autre point qui est important, c'est le Nord-Nigeria. Le Nord-Nigeria est vraiment fondamentalement handicapé par les islamistes. Donc c'est vrai que si ça ne marche pas au Nord-Nigeria, si le planning familial ne marche pas au Nord-Nigeria, c'est à cause du rôle des islamistes. Donc vous voyez, c'est compliqué. On ne peut pas avoir une réponse unique pour tous les pays. Oui, bonsoir. Je vois que tout le monde pointe le doigt sur l'Afrique, mais je vois que dans la salle, il n'y a aucun Africain ici pour défendre son point, défendre son point de vue, parce que d'après ce que j'ai compris, que de mes collègues africains, apparemment, ils sont contents d'avoir beaucoup d'enfants parce que d'abord c'est un signe de croissance économique entre guillemets et c'est une garantie pour leur future retraite parce qu'ils n'ont pas le système de retraite comme nous. Voilà, donc moi j'aime bien avoir un avis d'un Africain ici, il n'y en a pas, dommage. Bon, on pointe les doigts mais il n'y en a pas. Bon, je suis désolé. Je peux dire un mot là. La plupart de mes collègues africains, donc que je fréquente dans les universités et tout ça,
ont tous moins de 2 enfants, alors que la génération précédente de leurs parents avait 6 ou 7. Hein. Donc les gens comprennent bien rapidement leur intérêt. Et c'est un peu la même chose aussi, même en milieu rural. Dès que les gens prennent conscience de leur intérêt, ils vont préférer avoir 2 ou 3 enfants plutôt de 6 ou 7. Hein. Donc les choses peuvent changer rapidement, comme elles ont changé en Europe au 19e siècle. Hein. Elles ont changé en l'espace de 2 générations. Pas en France, ça a été plus long, mais ailleurs, en 2 générations, les gens ont changé d'avis. En France aussi, ou même en Europe, on avait besoin d'enfants pour travailler la terre. Hein. Et puis les gens ont réalisé qu'il serait bien mieux s'ils avaient moins d'enfants. Hein. Et ça a été purement bénéfique pour eux, et puis pour l'État et pour tout le monde. Donc, il ne faut pas penser que les choses sont fixées. En Afrique, personnellement, les évolutions que j'ai vues ces 30 dernières années sont incroyables, hein, en Afrique. Et donc, je ne pensais pas que ça irait aussi vite, personnellement. Moi, ce que je sais, c'est que plus de 70% des pays où le taux de fécondité est le plus fort dans le monde tentent de mener des politiques de modération démographique. Donc, tous les pays, je ne crois pas qu'il y ait d'exemple de pays où il n'y a pas de politique. Selon les chiffres de l'ONU, moi en tout cas, j'avais plus de 70%. Pas tous, mais voilà. De la même manière que plus de 60% des pays à très faible taux de fécondité tentent de mener des politiques natalistes. Il y a une vraie symétrie. Moi, j'avais juste une question, c'est dans tous les exemples que vous nous avez donnés, est-ce qu'on sait précisément pourquoi, dans certains cas, ça a marché et dans d'autres pas ? Alors, première chose, c'est l'organisation du programme de planning. Hein. Quand le programme de planning est bien organisé, qu'il est très sensible, on va voir les gens à la maison, enfin les femmes, on va voir les femmes à la maison, on leur propose des contraceptifs. Si elles n'en veulent pas, on accepte. Si elles en veulent, on leur propose différentes solutions. Si on travaille vraiment au niveau des populations, ça marche très bien. Et je ne crois pas qu'il y ait d'exemple qui n'ait pas fonctionné. Hein. Par contre, si vous arrivez juste en installant un dispensaire pour 40 000 habitants, donc où les gens doivent faire 30 km pour aller au dispensaire, qu'une fois sur 2, quand les femmes vont, le dispensaire est fermé, où il n'y a pas de contraceptif, là, ça ne marche pas. Donc, c'est d'abord et avant tout une question d'organisation. Il faut la volonté politique aussi. Bon, il faut qu'il y ait des moyens, mais les moyens ne manquent pas en planning familial. Hein. L'argent qui est disponible au niveau international pour le planning est vraiment important. Donc, ça, a priori, ça peut couvrir tous les besoins. Hein. Moi, j'avais une autre question. C'est bien beau d'élever le niveau social un peu partout, mais on voit ce qui se passe en ce moment sur le débat sur l'immigration. Je suis fille d'émigrés. Je suis fille d'émigrés italiens, donc on voit ce qui se passe en Italie. Le niveau de développement s'est élevé, la natalité a baissé, et donc il y a une poussée démographique de l'immigration. C'est-à-dire que c'est les femmes immigrées qui font plus d'enfants que les Italiens et qui intègrent donc l'école italienne. Donc au niveau social, il faut faire attention à cette donnée. On la voit en Allemagne. Moi, j'y suis allée cet été. Les gens qui travaillaient dans les métros, c'était des Syriens, etc. Donc il y a un remplacement, enfin ce qu'on appelle chez certains programmes politiques, et on le voit que là, c'est un débat assez tendu. Il y a une loi qui va être votée. Donc, l'histoire de régulariser les sans-papiers pour les métiers à tension. Donc, mon père s'est élevé au niveau familial. Voilà, effectivement, moi, je suis fille, donc je suis devenue une bourgeoise. J'ai fait un seul enfant. Et donc, il faut bien sûr faire travailler les gens. Moi, j'ai eu des ouvriers moldaves qui ont rénové ma maison. Cette année, j'ai eu des ouvriers pakistanais qui ont rénové aussi ma maison. Donc, il y a cette poussée, d'accord. Donc, à un moment donné, si tout le monde élève son niveau, quelle est la solution au niveau démographique ? Il faut que tout le monde ait le même niveau, deviennent tous des classes moyennes. Et il faut des gens qui travaillent les champs, il faut des gens qui soient ouvriers. Moi, je suis à l'éducation nationale, on veut 95% d'élèves qui aient le bac, mais du coup, plus personne ne sait faire à manger, plus personne ne sait monter des murs, etc. Enfin, voilà, il y a tout cet aspect social. Monsieur le démographe, j'aimerais votre avis. Alors, sur les déséquilibres de population, c'est vrai qu'il y a un problème gigantesque, puisque la population de l'Europe a plutôt diminué, et la population de l'Afrique va être multipliée par 4. Il y a un déséquilibre qui est gigantesque, et donc il y a un appel pour l'immigration qui va être absolument gigantesque. Ça va être résolu, je suppose, par des législations, par des contrôles. Sinon, évidemment, on aura des catastrophes des deux côtés. Alors, sur la question sociale, je pense qu'il y a toujours une structure économique et sociale dans tous les pays. Et en Europe, on a remplacé beaucoup d'emplois par des machines. Je suppose qu'on peut faire exactement la même chose ailleurs dans le monde. Et puis ça a été fait en Asie, en Extrême-Orient, en Amérique latine. Après, comment les choses vont s'organiser, je suppose que le marché du travail va réguler tout ça comme il faut, en tout cas j'espère. Mais je vois pas tellement de problèmes dans la structure sociale. Par contre, dans les déséquilibres de population entre l'Afrique et l'Europe en particulier, c'est beaucoup moins sensible maintenant en Asie.
et en Amérique latine, mais enfin en Amérique latine, il y a encore ce problème quand même d'appel d'air des États-Unis et Canada par rapport aux populations d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Et donc, mais là, c'est plus facile à réguler. Mais entre l'Europe et l'Afrique, on a un problème majeur. Hein, donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Et il faudra régler ça de manière la plus pacifique possible. Mais c'est un problème absolument gigantesque. Bien d'accord avec vous. D'accord, bah écoutez, il y a encore une question. Après, je vous propose de passer à la dernière intervention. Juste une petite remarque. J'ai vu une statistique, peut-être est-elle... Oui, excusez-moi. J'ai vu une statistique, peut-être est-elle fausse, c'est qu'il y avait 85% des femmes dans l'Afrique subsaharienne qui n'avaient pas accès à la contraception. Or, quand on voit vos données, on a l'impression que c'est un accès qui est, on va dire, en progrès, mais en tout cas assez généralisé. Donc, est-ce que c'est une statistique fausse? Ah oui, complètement fausse. Hein. Je pense qu'il y a peut-être 10 ou 15% de femmes qui ont un accès difficile à la contraception, mais c'était vrai il y a 60 ans. Hein. Mais maintenant, je pense que la plupart des femmes ont un accès relativement simple à la contraception, tout en rappelant qu'en Afrique, les choses ne marchent jamais toujours bien, comme il faut, que les femmes peuvent aller au dispensaire et puis ne pas trouver de contraceptifs. Il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement, comme je montrais dans le cadre du Zimbabwe, etc., etc. Il y a des programmes comme, par exemple, au Kenya, qui marchaient mieux il y a 20 ans que maintenant. Donc l'approvisionnement en contraceptifs était plutôt meilleur qu'il y a 20 ans que maintenant. Ceci dit, il y a des hauts débats dans les fluctuations des économies et des organisations en Afrique, et il y a des phases où les choses marchent bien et des phases où les choses marchent moins bien. Mais en tout cas, la plupart des femmes maintenant ont un accès à la contraception si elles le veulent. Oui. Pardon, mais c'est pas ce que dit l'ONU. Hein. Moi, je suis tombé là récemment sur des chiffres. On parlait de 120 millions de femmes qui déclaraient ne pas avoir un accès satisfaisant à la contraception dans le monde. Accès satisfaisant peut-être, parfois il faut faire 10 km ou 20 km à pied, bon c'est vrai, c'est un peu compliqué, mais l'accès est techniquement possible. Hein. Ce qui n'était pas vrai il y a 25 ans. Hein. Il y a 25 ans, par exemple au Mali ou au Sénégal, c'était quasiment impossible pour une femme en milieu rural d'avoir accès à des contraceptifs. Il fallait aller en ville, il fallait aller dans une petite ville ou bien dans la capitale pour avoir accès. Mais ça c'est fini maintenant, normalement l'accès est assez bien diffusé.